Pour vous, la méritocratie finalement, c'est un mythe ou une réalité? Pour moi, c'est un mythe. Si tu prends la définition de la méritocratie, on va dire qu'il y a deux personnes, un qui est riche, un qui est pauvre. Est-ce que pour accéder au même poste, ils vont devoir faire les mêmes efforts? En fait, si on arrive à la même position, c'est qu'on a le même mérite. En tout cas, l'idéal de la méritocratie, c'est vraiment seul le mérite détermine la position sociale. Les politiques de discrimination positive, ça a été surtout développé dans un premier temps aux États-Unis, au début des années 60, via le président Kennedy. Je suis en minorité pour le coup, mais on aura l'occasion de s'expliquer. Cet élève n'a pas le niveau de rentrer dans cette école, donc il a fallu un coup de pouce pour qu'il réussisse. Du coup, sa légitimité, elle est remise en cause. Je suis issu de banlieue, donc forcément, j'ai droit à ce poste-là. Ouais, c'est un peu dégradant pour la personne elle-même parce que ça se trouve qu'elle a des compétences au-delà de ça et que c'est pas juste parce qu'elle est issue de banlieue qu'elle va accéder à ce poste-là. Moi, je pense que le seul endroit où la discrimination positive pourrait s'appliquer, c'est dans le processus de recrutement. Par rapport à cette histoire de personnes qui ressemblent à une personne issue du jury, il y aura une sensibilité qui va se créer. Et donc... Moi, tu me parles pas d'âge. Bienvenue dans le 7e épisode de l'émission Me parle pas d'âge. Aujourd'hui, ça va être un format spécial parce qu'on va pas faire une interview sur une personnalité, sur un parcours, mais on va plutôt s'attarder sur différentes thématiques. Et donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Naïm et Lidje. Donc merci d'être là. Bonjour à vous. Bonjour. Pierre. Donc peut-être chacun peut vous présenter en 2-3 phrases, qu'est-ce que vous faites, etc. Naïm, c'est toi qui es l'ancien. Donc je m'appelle Naïm El Ayadi, j'ai 25 ans, je suis développeur web, je suis en freelance donc à mon compte. Et voilà, je crois que c'est tout. Okay. Alors moi c'est Lidje, je suis ingénieur qualité dans l'automobile depuis presque 2 ans. Et là je suis en vacances, donc du coup je me suis dit pourquoi pas aider Pierre dans ces vidéos et ces interviews. Moi, je vais me présenter. Moi, du coup, je suis le fondateur du média Me parle pas d'âge. Mais à l'heure où on est en train de tourner cette vidéo, le projet, il est pas encore connu. Donc, je suis plutôt, créateur de contenu sur Instagram à travers la page étudiant ambitieux et étudiant en sciences cognitives à l'École normale supérieure et très bientôt à Princeton. Donc, maintenant qu'on s'est présenté, donc le premier sujet, il va tourner autour des discriminations positives. Donc, on va essayer de voir qu'est-ce qu'une discrimination positive et chacun d'entre nous, on va essayer d'expliquer notre point de vue. Est-ce qu'on est plutôt pour? Est-ce qu'on est contre? Et de voir aussi quelles sont les répercussions en France notamment. Donc, je vous propose de peut-être, pour bien situer le sujet, de vous lire une définition. Donc, d'après l'Observatoire des inégalités, une politique de discrimination positive consiste à traiter de manière préférentielle certaines catégories de population pour améliorer l'égalité des chances. On considère ainsi que pour établir une égalité réelle en pratique, il faut avantager les personnes défavorisées au départ. Et donc, les politiques de discrimination positive, ça a été surtout développé dans un premier temps aux États-Unis, au début des années 60, via le président Kennedy, qui appelait ça affirmative action. Et ensuite, en France, ça s'est développé aussi dans le domaine de la politique pour permettre à davantage de femmes d'être élues, pour permettre aussi à davantage de jeunes de milieux modestes d'intégrer des écoles, notamment Sciences Po. Mais on aura l'occasion d'en parler. Et donc là, rapidement, pour un tour de table, chacun en une phrase, est-ce que vous êtes plutôt favorable aux discriminations positives ou plutôt contre? Naïm, je te laisse commencer. Moi, je pense être plutôt favorable aux politiques de discrimination positive, mais il y a quand même des nuances à avoir, mais on en parlera plus tard. Okay. Je suis plutôt du même avis que Naïm, plutôt favorable. Maintenant, c'est vrai que j'essaie de toujours de voir les deux côtés de la question et de comprendre un peu les pour et les contre de chaque partie. Bon, moi, je suis plutôt contre. Donc, je suis en minorité pour le coup. Mais du coup, on aura l'occasion de s'expliquer. Donc peut-être, Lidje ou Naïm, vous pouvez expliquer dans un premier temps un peu pourquoi vous êtes pour, qu'est-ce qui vous a donné envie de prendre cette position sur ce sujet. Alors de mon côté, moi je suis plutôt pour parce que j'ai l'impression qu'on réduit une inégalité de fait, c'est-à-dire par exemple les femmes ne peuvent pas trop accéder aux positions de pouvoir, les jeunes de banlieue ne peuvent pas trop accéder à certaines écoles et notamment comme tu l'as dit à Sciences Po, donc qui donne ensuite lieu à, on va dire également des positions de pouvoir. Pareil dans les entreprises.
Il me semble qu'on a un petit quota sur les travailleurs handicapés, surtout dans les grosses entreprises. Et du coup, moi, je trouve ça bien de pouvoir donner des chances aux personnes qui proviennent de ces classes sociales-là. Enfin, c'est pas vraiment des classes sociales, c'est plus des minorités. Et puis, je trouve ça bien qu'on règle cette inégalité de fait avec une inégalité entre guillemets forcée. Donc, c'est-à-dire, on va plutôt prendre une personne qui est, par exemple, une femme ou une personne handicapée plutôt qu'une personne qui est apte à travailler. Ouais. Donc, moi, en tout cas, la discrimination positive, je trouve ça très intéressant comme politique. Okay. Et du coup, toi, Ligier, t'es plutôt du même avis? Un peu mitigé, mais je dirais que si on parle d'égalité d'opportunité, je pense que en l'état, il y a une certaine forme de méritocratie. Bon, j'ai l'impression que là, du coup, j'anticipe peut-être sur un autre débat, un autre sujet. Mais en termes d'opportunité, j'imagine que si on est dans un processus de recrutement ou de sélection, les modalités sont les mêmes pour tout le monde. Donc à partir de ça, on peut se dire, il n'y a pas de raison de faire de favoritisme pour tel ou tel groupe de population. Et donc dans ce cas-là, la discrimination positive n'a pas à s'imposer. Maintenant, si on regarde par rapport à l'égalité de résultats, on peut se rendre compte que, effectivement, il y a peut-être une disparité sur tel ou tel groupe de population. Et donc, à ce moment-là, on peut peut-être essayer de creuser un peu plus et comprendre quelles en sont les raisons. Et à partir de là, j'ai un petit exemple qui serait, admettons qu'on est dans un processus de sélection, les résultats sont les mêmes pour les deux candidats, mais on va avoir une personne qui est issue d'un groupe social différent de l'autre. Et le jury est à majorité composé, issu des hautes sphères de la société. Ouais. Et par conséquent, si on va retrouver dans un de ces candidats des similarités ou des sensibilités que le jury va pouvoir voir de par son expérience personnelle et juste sa personne, il peut avoir un biais et avoir un choix partiel qui serait je me vois plus dans cette personne, pourquoi pas la sélectionner. Et donc peut-être juste dans ce cas de figure-là, appliquer les quotas ou discrimination positive. Dans la mesure où du coup ça permettrait d'effacer ces biais. C'est bien. Okay. En fait, sur le principe, je suis d'accord avec vous, mais moi je suis contre les politiques de discrimination positive ou de quotas, parce qu'en réalité, pour moi, de base, ça doit être une solution de court terme. C'est-à-dire que quand ça a été créé en 1960 à travers les affirmative action avec Kennedy, l'objectif, c'était le constat que vous avez fait, c'est-à-dire que lui, il a vu qu'il y avait des inégalités de résultats, de droits, etc. entre les Noirs et les Blancs. Et donc, c'est dit, pour gommer ça, je vais mettre en place des discriminations positives, notamment pour accéder à certains emplois. Sauf que, donc, il y a un auteur que je vais citer, si je retrouve son nom. Ouais, donc c'est Thomas Shapiro. Donc lui, il s'intéresse en fait aux inégalités raciales aux États-Unis, les sociologues et politologues. Et il a observé que, en réalité, si on se concentre sur les Afro-Américains, de 1960 aux années 2000, effectivement, il y a plus d'Afro-Américains qui sont passés en termes de proportion dans la classe moyenne. Mais si on compare les inégalités entre la population blanche et la population afro-américaine aux États-Unis, on observe qu'il y a eu un creusement des inégalités et qu'il y a eu finalement, il n'y a pas vraiment eu d'efficacité de ces politiques de discrimination positive. Et l'autre aspect pour lequel je suis contre, c'est que, en fait, souvent dans l'histoire, que ce soit en France ou aux États-Unis, en fait, on va faire un constat numérique en se disant, il n'y a pas assez de femmes, il n'y a pas assez de personnes en situation de handicap, pas assez de personnes issues de minorités dans les écoles ou à des postes précis. Et donc, les hommes politiques, ils vont se dire, la solution, c'est la discrimination positive. Comme ça, visuellement, je vois toujours que ça avance. Sauf que pour moi, comme j'aime dire, le premier pas vers la guérison, c'est de faire le bon diagnostic. Et en fait, quand on se préoccupe que de la discrimination positive, on se demande pas pourquoi on est arrivé à ce résultat-là, en fait. Et c'est toutes les questions du racisme, du sexisme, des discriminations envers les personnes en situation de handicap qu'on va pas régler, en fait. On va juste être dans la surface. Et c'est pour ça que on observe que finalement, souvent, c'est pas très efficace parce qu'on n'a pas réglé les vrais problèmes. C'est-à-dire que même si on va mettre plein de gens, on va prendre les écoles qui réussissent à rentrer à Sciences Po, ils vont avoir un autre problème, c'est l'accès au crédit pour acheter un logement, discrimination pour avoir un logement, même pour un même diplôme, ils vont pas avoir les mêmes postes. Donc on voit que finalement, tant qu'on n'aura pas réglé le problème de fond,
on va toujours faire des politiques de discrimination positive ou de quotas pour justement finalement arriver au même résultat. Et donc finalement, ça sera pas une solution temporaire, mais une solution à vie, quoi. Et c'est ça qui me dérange. Moi, j'ai deux choses à dire par rapport à ce que tu dis. Je suis totalement d'accord avec toi sur le fait que ça soit pas une solution pérenne, surtout en France où, par exemple, il me semble que par rapport aux États-Unis, on regarde pas le résultat, on regarde juste si on a bien appliqué la politique de discrimination positive. Et par exemple, il n'y a pas de procès qui est intenté par rapport aux personnes qui appliquent la politique de discrimination positive mais n'ont pas de résultat après, alors qu'aux États-Unis c'est le cas. Tu peux avoir des procès qui sont intentés aux entreprises dont le résultat en termes de discrimination positive n'est pas bon. Et du coup, en effet, surtout en France, je trouve que c'est une sorte de scratch une sorte de pansement qu'on vient coller sur le problème qui est en réalité beaucoup plus gros. Et la deuxième chose que je voulais dire, je voulais revenir sur quelque chose que tu disais, c'est par exemple le fait qu'il n'y ait pas assez de femmes dans la classe politique. Et tu disais qu'il faudrait plutôt revenir à la source de ça. Mais en réalité, pour moi, il y a aussi une grosse part de la discrimination positive qui part dans la représentation de certaines catégories de la société dans certains groupes, donc par exemple les groupes politiques, les grosses entreprises, etc. Je trouve ça assez important qu'on ait une grosse représentation, donc par exemple de personnes issues de la banlieue, de femmes qui se retrouvent en politique, etc. Et pour moi, c'est super important parce que justement, ça permet aux jeunes plus tard de s'identifier à ça et de se dire ok, moi aussi je peux devenir ça. Et c'est exactement ce que tu disais, il me semble, dans tes contenus sur étudiants ambitieux. C'est que c'est pas parce que tu viens de banlieue que tu dois forcément finir dans le foot, le rap ou l'humour, tu vois. Et donc pour moi, cette représentation est super importante pour toutes ces classes de la population. Et je suis plutôt d'accord sur ça, sur l'aspect inspiration. Même si, en fait, c'est un sociologue de Sciences Po, je sais plus son nom, mais il voyait que, certes, par exemple, le fait de voir des femmes dans la politique, ça pouvait avoir une influence, mais que, en tout cas, on n'arrive pas à prouver scientifiquement que ça a vraiment permis à plus de femmes de faire de la politique. Donc, on a toujours besoin, justement, de ces politiques de discrimination positive. Tandis que j'ai l'impression que si on prend l'éducation dans les sciences, quand il y a vraiment des femmes qui vont vraiment se déplacer dans les écoles, expliquer quels obstacles ils ont surmontés, comment ils ont pu réussir dans les sciences, comment ils ont pu faire face aux remarques sexistes, etc. Là, vraiment, ça a poussé les gens à s'installer. Parce que parfois, il y a un peu la peur du surhomme, tu vois. C'est-à-dire en disant, ouais, mais lui, il vient de banlieue, il a réussi, mais parce que c'était un génie, il avait du talent. Est-ce que moi, je suis capable de faire la même chose? Donc, si on se contente juste, tu vois, de la visibilité et qu'on, justement, on s'intéresse pas quels obstacles il a dû surmonter pour y arriver, l'histoire, etc. Les jeunes, peut-être, ils peuvent dire, c'est beau, mais ils vont pas se projeter. Ouais, d'accord. Donc, je pense, c'est ça que, en fait, mon propos, c'est de dire que la discrimination positive, ça peut pas être une solution seule et encore moins une solution de long terme. Ouais. C'est un peu une première étape pour réparer une inégalité, mais ensuite, il faut aller plus loin pour réduire. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. Ouais, c'est comme forcer une réalité. Forcer un peu une réalité. Et puis, je me pose aussi une question. C'est si, du point de vue, je sais pas, des minorités ou des classes sociales qui sont peut-être un peu moins favorisées, est-ce que de l'autre côté, ça crée pas aussi simplement juste une discrimination simple? Côté. Je peux rebondir sur ça. Il y a un auteur, j'ai oublié son nom. C'est pas grave. C'est un auteur qui est d'ailleurs le président du conseil des banlieues, je vais dire, mais c'est pas exactement ça le nom. Qui a écrit que justement il était contre la discrimination positive, alors que lui-même il vient d'un milieu où il est lui-même discriminé. Et il disait que tout simplement ça crée une déchirure sociale entre différentes classes de la population et même parfois une déchirure raciale, même si c'est vrai qu'en France on n'a pas le droit aux statistiques d'ethnicité et de race, même si en réalité voilà. Mais du coup cette discrimination positive justement elle crée une sorte de jalousie, une sorte de déchirure entre les différentes classes de la population, et c'est un des problèmes qui fait que beaucoup de Français sont contre cette discrimination positive, parce qu'ils se disent moi, j'ai les moyens pour monter les différents échelons de la société, on va dire. Mais comment ça se fait qu'une personne, par exemple une femme ou une personne, je vais dire racisée, même si j'ai pas ce mot, arrive à
à monter plus facilement les échelons de la société avec moins de travail, par exemple. Et du coup, c'est ça que cet auteur disait. Si je retrouve le nom, je vais vous le donner. D'ailleurs, il me semble qu'aux États-Unis, cette politique de affirmative action, que tu dis, je crois elle a été abolie. Ouais, il l'a arrêté, Très ils l'ont annulé. Ouais. Parce qu'il disait que c'était contre un peu les lois fondamentales du pays, etc. Il me semble qu'ils ont encore des politiques de discrimination positive, mais c'est plus sous ce nom-là, si je me trompe pas. Je sais plus, mais je sais qu'en tout cas, c'est plus sous la même forme. C'est-à-dire, maintenant, ils vont faire peut-être des bourses spécifiques sur, justement, en se disant, quels obstacles ces personnes-là doivent surmonter, créer des programmes de mentorat, par les pairs, ce genre de choses. Mais après, il me semble qu'ils ont arrêté vraiment le truc de, pour tel poste ou pour telle, formation, on a un quota précis de personnes latino, de personnes afro-américaines, etc. Donc c'est plus maintenant, ils vont se dire comment on peut créer des programmes qui vont les soutenir par rapport aux problématiques qu'on a soulevées chez eux. Et justement, je crois que tu avais fait une remarque, c'était sur le côté, vous deux en fait, sur la partie injustice et la partie un peu déchirure sociale. Ça, je l'ai vécu personnellement, c'est qu'en fait, si on observe les politiques de discrimination positive, en fait, ça va des fois à l'encontre même du combat contre le racisme ou contre le sexisme, parce qu'on va se dire en fait, elle n'a pas les compétences, cette femme, d'être une femme politique, ou cet élève n'a pas le niveau de rentrer dans cette école, donc il a fallu un coup de pouce pour qu'il réussisse, et donc du coup sa légitimité elle est remise en cause. C'est-à-dire que moi je me rappelle, je suis pas passé par des politiques de discrimination positive, mais quand je disais mon parcours scolaire, on me disait est-ce que t'es passé par une convention? Parce que dans la tête en France, quand ils vont voir par exemple quelqu'un des minorités ou de banlieue qui a fait Sciences Po, ils vont se dire t'es passé par la convention prioritaire. Et donc c'est pour ça que je dis qu'il y a un effet pervers, c'est que du coup on va penser que le seul moyen pour ces personnes-là d'arriver à ces postes-là ou à ces écoles-là, c'est de passer justement par par la discrimination positive. Donc c'est ça un peu qui a fait que j'étais contre ça. Et même en termes de valeur du diplôme, par exemple, j'ai un ami à moi, il a fait Sciences Po et l'école normale supérieure. Il a travaillé en stage dans une grande entreprise. Quand il a dit qu'il faisait Sciences Po, on lui a dit ok, bon, c'est devenu bateau, tout le monde fait Sciences Po maintenant parce que ils ont ouvert les places maintenant, voilà. Et quand il a dit qu'il avait fait Normal Sup, là on l'a plus valorisé, on a dit ça c'est une formation, c'est encore très sélectif et on sait que s'il rentre dedans, il a les compétences. Alors que s'il a fait Sciences Po, tu vois, de manière sans le dire, on dit peut-être il a fait une convention, il a pas le niveau. Et c'est ça qui me dérange, c'est que pour moi, en fait, il faut s'attaquer au problème, se dire pourquoi les jeunes issus des minorités ou de banlieue ou les femmes, ils ont plus de difficultés à atteindre ces écoles-là ou ces postes-là, et comment on peut agir dessus. Parce que sinon, en fait, ça va être un cycle sans fin, comme aux États-Unis, où ça a pris 40 ans avant que justement ils puissent mettre fin à ces politiques-là, quoi. Je pense que même pour la personne, c'est peut-être dégradant. C'est ça. C'est dire que j'ai vraiment été admis pour mes compétences. C'était un des points de l'auteur dont je parlais tout à l'heure, c'est qu'il y a un truc de ok, je sais pas, je suis issu de banlieue, donc forcément j'ai droit à ce poste-là, mais c'est un peu dégradant pour la personne elle-même parce que ça se trouve qu'elle a des compétences au-delà de ça et que c'est pas juste parce qu'elle est issue de banlieue que elle va accéder à ce poste-là. Mais Mais c'est exactement ça parce que justement, le syndrome de l'imposteur, c'est ça, c'est que, en fait, si je suis dans un environnement où personne me ressemble, je vais être encore plus sensible au syndrome de l'imposteur. Et si, en plus, je suis rentré dans ce milieu-là par un parcours différent des autres, ça va encore plus renforcer ce syndrome de l'imposteur ou faire que j'aurai pas confiance en moi. Et, par exemple, la formation où je suis, le CPES, où j'étais, donc c'est une formation de Paris Sciences et Lettres. Après, il y a quelques années, ils ont ouvert une convention ZEP. En gros, c'est des jeunes qui viennent de lycées classés de la Cordée, dans le cadre de la réussite ou réseau d'éducation prioritaire. Et ils ont un quota pour rentrer dans la formation. Et donc, quand ils ont fait face à des difficultés, certains, ce qu'ils disaient, de toute façon, c'est logique, je suis qu'un quota. Donc, quand ils vont faire face à des difficultés, ils vont du coup remettre en question leurs compétences. Et cette remise en cause de leurs compétences, elle est encore plus logique et simple à faire. Parce que justement, ils se disent, je suis passé par une voie différente des autres. Et c'est pour ça que moi, j'ai du mal avec la discrimination positive. Voilà, vraiment, ça, surtout à cause de ça, en fait. C'est vraiment ce côté, tu combats, si on prend le racisme, tu combats pas le racisme parce que du coup, on va encore croire que du fait de ta couleur de peau, t'es moins compétent. On est obligé de te faire un petit chemin pour que tu puisses rentrer dans la maison, quoi. Non, en fait, ça revient à ce que tu disais. C'est pour moi le principe. Et c'est
est très intéressant parce que en effet, il y a l'histoire de la représentation, il y a l'histoire de plein d'éléments autour de ça. Mais en effet, quand tu regardes les ZEP, donc qui sont aussi un fruit des politiques de discrimination positive, et ben tu te dis si les ZEP fonctionnent pas, s'il y a pas de résultat, pourquoi on garde ces politiques de discrimination positive qui font un peu de tort aux personnes issues de banlieue dans ce cas-là, tu vois, ou de ZEP. Et mais ouais, totalement d'accord avec surtout qu'en plus la fin de ton propos. Si on prend Sciences Po, donc Sciences Po, pour ceux qui connaissent pas, ils ont fait ça a été la première grande école à faire une politique de discrimination positive. Ils vont recruter des jeunes de réseaux d'éducation prioritaire. Mais en fait, du coup, il y a des parents de professeurs ou des parents qui sont professeurs ou qui sont de milieux plutôt aisés. Ils vont faire rentrer leurs enfants dans les lycées qui sont conventionnés avec Sciences Po. Et donc, du coup, en fait, ça crée un biais parce que les gens, ils ont compris le système. Ils ont dit, ok, vous voulez prendre des jeunes par cette voie-là. Bah, tac, je passe par là. Et c'est connu. Maintenant, c'est connu. En fait, tu vois, quand c'est trop long, les gens, ils s'adaptent. Et du coup, le système, il est plus pareil, tu vois. Et du coup, j'ai une dernière question sur ce sujet. Donc, il y a quelques années, je dirais c'était en 2000, si je me trompe pas, 2019-2020. Du coup, plusieurs grandes écoles, notamment HEC, l'École normale supérieure, etc. Ils ont voulu créer un concept qui s'appelle le bonus au mérite. C'est-à-dire que, toi, t'as fait une classe préparatoire, t'as un concours. Si t'es boursier, on va donner des points en plus en se disant justement, vu que toi, tu pars de plus loin, on va combler cet écart par des bonus dans ton concours. Donc, vous passez le même concours cette fois pour justement faire face aux critiques sur la discrimination positive en disant, ok, non, on va tous faire le même concours, tous la même procédure, juste, on va prendre en compte, finalement, ton histoire ou ton parcours et on va te racheter des points en plus. Donc ça a créé beaucoup de débats. Est-ce que vous êtes plutôt pour ou contre? Ça, je suis plutôt contre. Ouais. Je pense que si les modalités sont telles qu'elles sont, il faut avoir tel résultat pour être admis, ça doit rester la même chose pour tout le monde. Et moi, je pense que le seul endroit où la discrimination positive pourrait s'appliquer, c'est juste quand l'humain peut être impliqué dans le processus de recrutement. Genre à l'oral, par exemple. Voilà, c'est ça. Par rapport à cette histoire de, une personne qui ressemble à une personne issue du jury, il y aura une sensibilité qui va se créer et donc des facilités à y entrer. C'est le seul moment où vraiment on pourrait... où t'es pas juste une statistique parmi tant d'autres et que, parce que au final... c'est un peu au-delà de ta question, mais au final, chaque personne qui est, on va dire, discriminée au départ a un parcours unique aussi, tu vois. Donc, au final, t'as une sorte de, on met tout le monde dans le même sac et on se dit, peut-être ça va les aider, alors que plein de personnes ne viennent pas de la même, ont pas la même histoire. Mais par rapport à ta question, moi, je suis un peu mitigé, je suis un peu contre parce que tout simplement je trouve que c'est une mauvaise politique de discrimination positive. On dit qu'on veut que tout le monde ait les mêmes modalités, mais quand même on donne des points à certaines personnes, ce qui est, en fait, je sais même pas si ça a un quelconque rapport avec le lieu d'où avec le fait qu'ils soient boursiers ou pas. C'est ça en fait, c'est juste la même chose que la discrimination positive, c'est ces mêmes personnes-là, on leur dit, faites le même concours que les autres, mais on vous donne des points en plus. Donc, finalement, est-ce que c'est vraiment pire que la discrimination positive? Parce que la discrimination positive, c'est vraiment, tu passes un concours différent que entre vous, et tu rentres dans la même école que l'autre, alors que là, on se dit, c'est-à-dire si t'as 14, lui, il a 16, t'auras peut-être plus 2,5. Donc, est-ce que vous trouvez pas que, finalement, c'est peut-être moins grave ou du moins moins choquant que une discrimination positive où vraiment on a un quota et où tu passes par un chemin différent finalement? Moi, j'avoue que c'est un peu la même. En tout cas, par rapport aux défauts que tu as donnés, je trouve que c'est à peu près la même chose. Mais je sais pas, Lidje. Je pense pareil. Moi, c'est la discrimination positive. Moi, dans tout cas, je suis contre les deux. Mais surtout pour le cas du concours, j'étais contre du bonus au concours. Parce que pour moi, c'est comme... En fait, il faudrait plutôt se dire comment on peut demander des choses ou des compétences qui sont autres. C'est-à-dire en se disant, on va pas citer que des ouvrages ou une culture qui est propre à la classe aisée, mais on va aussi peut-être parler d'autres faits qui sont peut-être moins discriminants socialement. Comment on peut mettre d'autres épreuves qui seront moins discriminantes, etc. Plutôt qu'encore une fois mettre en pansement et ne pas regarder le problème en face. Et justement, Lidje, tu parlais du fait que peut-être qu'il y avait
allait avoir un problème de justice, que les gens allaient peut-être dire que c'est pas très juste vis-à-vis d'eux. Donc en fait, ce côté, est-ce qu'ils méritent finalement de rentrer ou non dans l'école, alors que moi j'ai travaillé aussi. Et ça me permet de faire la transition vers le second sujet qui est la méritocratie. Donc j'ai d'abord vous lire une définition que ChatGPT m'a donnée. Ça fera la transition vers un autre sujet. Donc d'après ChatGPT, donc la méritocratie, en somme, c'est un système politique, social et économique où les privilèges et le pouvoir sont obtenus par le mérite. Celui-ci est fondé sur la reconnaissance de la valeur par les diplômes, l'expérience, les qualités et les vertus. La méritocratie a pour fondement l'égalité des chances, la liberté et la reconnaissance de la réussite. Et là, je vais vous partager quelques faits. Donc, selon une étude Ipsos parue fin 2021, les Français sont de moins en moins nombreux à croire en la méritocratie. 65% d'entre eux soulignent qu'entre autres, que c'est surtout du déterminisme social. Deuxième fait marquant, en France, il faudrait 6 générations, soit 180 années, pour qu'un descendant d'une famille en bas de l'échelle des revenus se hisse au niveau moyen de son pays. Donc, c'est-à-dire même pas au sommet, hein, juste passer du bas au niveau moyen du pays, ça prend 180 années. Et ces inégalités se retrouvent dans le parcours scolaire, etc. Donc on voit quand même ce constat-là. Mais inversement, on observe quand même qu'il y a ce qu'on appelle des transfuges de classe, c'est-à-dire des personnes qui vont aller à l'encontre de ces statistiques. Je pense que nous-mêmes, on est en partie dans cette catégorie-là. Et le plus connu d'entre eux, en tout cas en France, il s'appelle Anthony Bourbon. Donc, il a connu une enfance difficile et maintenant il est multimillionnaire, entrepreneur, CEO de Feeds. Donc il dit, aujourd'hui, tels que sont les codes, nos modèles de réussite, si vous ne travaillez pas et que vous n'essayez pas par vous-même de tendre vers le haut, vous ne pourrez jamais réussir. Et selon lui, il faut mettre la méritocratie au cœur de notre société, en tout cas de la société en France. Et donc, finalement, est-ce que ces transfuges de classe, ils sont là par chance, par hasard, ou du fait de leur détermination, de leur talent? Donc, est-ce que, pour vous, la méritocratie, finalement, c'est un mythe ou une réalité? Je vous laisse déjà donner votre position sur ce sujet-là. Pour moi, c'est un mythe. Mais, comme d'habitude, il y a des petites... Pour l'instant, il faut donner l'avis. Donc là, pour l'instant, moi, je vais dire mythe. Si on parle du cas en France. Même de manière générale, je veux. C'est compliqué du coup. On va dire en France. On va dire en France pour l'instant. On va dire. On y en sera après. Ok. En France déjà. Si on parle en France, Ouais. j'aurais tendance à dire oui, c'est une réalité. Ok. Et moi, je pense que c'est un mythe aussi. Ok. Donc peut-être, pour que c'est un peu équilibré, peut-être même tu commences, après LJ, il donne il Ok. explique ça. Ça marche. Alors moi, il y a 2 éléments. C'est qu'en gros, la Ouais. méritocratie, au début, elle est basée sur quelque chose qui est, par exemple, les diplômes que tu vas obtenir. Ouais. Or, pour moi, peu importe les diplômes que tu as, Mhm. tu peux mériter d'accéder à certains échelons de la société. Ok. C'est-à-dire que même si au lycée, par exemple, toi tu connais cette discrimination par le bac, par exemple, même si au lycée tu as fait un bac S et il y a quelqu'un d'autre qui a fait un bac STMG, logiquement, vous pourriez avoir le même mérite parce que vous avez travaillé autant pour arriver à un certain niveau de société. Et bon, en effet, les filières n'existent plus, donc j'ai pris un exemple un peu ancien. Et la deuxième chose pour moi, c'est qu'en gros, comme tu l'as dit précédemment, tu disais qu'il faut 180 ans pour une personne qui est, on va dire, en bas de l'échelle sociale, de revenus, de l'échelle de revenus, de monter au milieu. Ouais, au moyen, c'est vraiment... Au moyen, en gros, énorme. ça montre déjà qu'il y a des grosses discriminations au niveau financier et social, et que du coup, quelqu'un qui, on va dire, qui vient d'une classe moyenne aura plus de facilité à étudier et à avoir du réseau pour pouvoir accéder à certaines autres classes sociales, quoi. Et alors que la personne qui est moins aisée aura moins de facilité pour accéder à ces autres classes-là. Mais après, le dernier truc que je voulais souligner, c'est par rapport au CEO de Feed dont tu parlais, si je me trompe pas. Ouais. Pour moi, il existe des success stories. Ça, c'est sûr, ça existe. Mais sauf que c'est pas systématique. Pour moi, il y a à la fois le facteur chance et à la fois le facteur travail qui rentre en jeu. Mais ça veut pas dire que toutes les personnes qui sont issues de, on va dire, classe sociale ou de classe socio-professionnelle
plus bas vont toutes réussir, même si elles donnent énormément de travail comparé à quelqu'un d'autre qui viendrait d'une classe sociale, on va dire, supérieure, entre guillemets. Tu vois. Ok. C'est vrai que j'aurais eu tendance à dire oui, méritocratie existe. Et c'est vrai que tu parles de 6 générations pour 180 ans. En France, pour, il faut 6 Ça nous générations. a choqué ce chiffre. J'ai fait exprès de mettre le cadre, genre. Mais du coup, est-ce que toutes les statistiques, la statistique, elle a été obtenue en disant quoi? C'est la personne, elle se donne tous les moyens possibles pour justement passer ses échelons et passer d'un milieu social c'est une bonne question. bas à un milieu social moyen? Ou est-ce que c'est, juste on prend en statistique toute la population, Ça, on regarde je pense dans que c'est quel plutôt Moi, milieu, c'est la deuxième option. En fait, on observe. Tendanciellement, observe, si tu observes les trajectoires des familles, du coup, tu vas voir que ça prend 180 ans. Tu regardes s'il y a eu un ascenseur social, par exemple, entre le grand-père et le petit-fils, tu vois. Tu regardes s'il y a eu un... Ouais, mobilité sociale, c'est ce qu'on avait vu à Ouais, l'époque. c'est ça. Voilà. Ok, à ce moment-là, moi, je me dis juste, faudra juste regarder quand la personne se donne les moyens, est-ce qu'on a moyen de monter l'échelle sociale? Pour moi, c'est comme ça qu'il faudrait voir, plus que je prends une famille et je regarde ce qui se passe pendant 6 générations. C'est sûr que... Donc, quand tu dis peut-être à l'échelle individuelle, c'est possible, selon toi, de réaliser la méritocratie en disant... Je me donne les moyens. Ok. Et justement par rapport à ça, est-ce que pour toi... comment je peux dire ça? Si tu prends la définition de la méritocratie, on va dire qu'il y a 2 personnes qui sont... Un qui est riche, un qui est pauvre. Oui. Est-ce que pour accéder au même poste, ils vont devoir faire les mêmes efforts? Parce que tu vois, la méritocratie, c'est vraiment... En fait, si on arrive à la même position, c'est qu'on a le même mérite. En fait, c'est plus ça. En fait, c'est plus ça. En tout cas, l'idéal, la méritocratie, c'est vraiment seul le mérite détermine justement ta position la position sociale. Et justement, en fait, c'est pour ça en fait j'étais un peu contre. Mais après, quand j'ai nuancé mon propos, j'irai un peu dans le sens de l'idée à l'échelle individuelle. Mais c'est qu'en fait, si on s'intéresse au terme méritocratie, donc on a méréo qui veut dire être digne et obtenir en tout cas en latin, et on a kratos qui veut dire le pouvoir en grec ancien. Et du coup, si on s'intéresse à ça, on voit que dès le début, en fait, c'est impossible, parce qu'en fait, t'as pouvoir et mérite. Et donc ça veut dire les gens qui ont le pouvoir, ils se sont dit c'est quoi le meilleur moyen finalement de légitimer nos privilèges et notre position. Et donc, ils vont se servir de leur pouvoir pour se dire, OK, voici que le mérite, qui est méritant et qui mérite d'obtenir le pouvoir. Et donc, ils vont se dire, le mérite, c'est quelque chose qui est vu comme quelque chose d'objectif et quelque chose d'intouchable. Donc, si moi, je suis au sommet, je vais dire, mais t'as qu'à travailler. Moi, j'ai fait tel diplôme, j'ai fait ça, toi, t'as fait quoi? Sauf que si on observe, en réalité, déjà, le mérite, c'est très, très subjectif. C'est hyper compliqué, en fait, de le mesurer, parce que si on prend Youssoufa, il disait que si il suffisait de travailler pour réussir, nos mères africaines seraient millionnaires. C'est-à-dire les femmes de ménage, elles travaillent beaucoup, et peut-être qu'elles vont plus travailler que, je sais pas, quelqu'un qui est, je sais pas, qui je pourrais prendre, je sais pas, un informaticien peut-être. Il va peut-être moins souffrir. Donc est-ce que c'est la pénibilité du travail? Est-ce que c'est la valeur qu'on va apporter à la société qui va déterminer le mérite? Donc déjà même cette notion de mérite, elle est floue. Et pour moi, en fait, c'est pour ça que je dis que c'est un mythe. Parce que pour moi, c'est vraiment une manipulation un peu collective de se dire on est au sommet et on va légitimer nos privilèges par le mérite. Et en plus, c'est tellement humain parce que si j'atteins le pouvoir, logiquement, tu vas vouloir que tes enfants, ils héritent de tes avantages, tu vois. Et déjà, dès là, c'est fini parce que du coup, ceux qui n'ont pas été méritants d'après eux, c'est plus dur pour leurs enfants de combler l'écart. Et c'est pour ça que pour moi, le mérite, c'est un mythe. Mais là où je rejoins LJ, c'est que moi, je suis vraiment... comment je pourrais dire ça? Moi, je supporte pas quand on oppose dire que la méritocratie, c'est un mythe et dire que le travail, ça sert à rien. Parce qu'il y a des gens qui vont se dire, OK, vu que les dés sont jetés, qu'il n'y a pas de méritocratie, je vais rien faire, je vais regarder Netflix et je fais rien. Pour moi, en tout cas, il faut se dire que le monde, il est injuste et qu'il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. Par contre, je peux me concentrer sur ce qui dépend de moi pour mettre mon énergie, mon travail sur ces sujets-là et essayer par le travail en tout cas de combler l'écart et de réussir du mieux que je peux ma vie. Mais il faut avoir conscience que parfois tu vas pas rattraper les enfants de Bill Gates juste par ton travail. Mais par contre, entre moi-même qui travaille pas
et moi-même qui travaille, je peux créer un écart, je peux travailler ma compétence, mieux m'exprimer, mieux étudier, etc. Donc c'est là où finalement, quand j'ai nuancé ma position, je vais vers l'IJ. Mais si on est sur le terme stricto sensu de la méritocratie, ça c'est un mythe parce que c'est impossible en vrai. Ouais. Pour moi, c'est impossible. Moi, je suis totalement d'accord avec toi et c'est pour ça que tout à l'heure je disais, pour moi, la méritocratie c'est un mythe, mais il y a quand même des petits points à éclaircir. Et en effet, comme tu disais, tu vas pas atteindre un niveau forcément social énorme, mais c'est pas pour ça qu'il faut pas que tu travailles pour atteindre un niveau social acceptable au moins, tu vois. Et je vais prendre l'exemple de ma mère. Par exemple, ma mère, son père était fermier et du coup il a émigré en France. Mais en gros, pour faire simple, elle aujourd'hui, elle est plutôt classe moyenne, voire classe moyenne plus, ce qui fait que elle a eu cette ascension sociale aussi et tout ça, c'est venu du travail qu'elle a effectué auparavant, quoi. Les diplômes qu'elle a eu, le travail qu'elle a effectué, par exemple, dans les assurances, etc. Ça lui a permis d'atteindre un certain niveau social, alors que, du niveau de ses parents, ça aurait jamais été possible auparavant. Et le dernier truc que je voulais dire, tout à l'heure, tu disais, ouais, est-ce qu'on parle en France ou est-ce qu'on parle autre part? En effet, je pense que tu parlais des États-Unis dans ce cas-là, non? En effet, on a une vision sur les États-Unis qui est, ouais, si tu travailles, tu réussis. Sauf que, pour moi, j'ai l'impression que c'est pas forcément le cas non plus. Pour moi, on a cette vision-là parce qu'on est extérieur, mais je suis à peu près sûr qu'une personne qui vient d'un milieu social un peu défavorisé aux États-Unis aura tout autant de mal qu'une personne en France qui vient d'un milieu social défavorisé de monter les échelons de la société, même si elle a du mérite. Mais après, nous de l'extérieur, on voit beaucoup de success stories des États-Unis. On va demander à l'américain de. Non, mais c'est pour ça aussi. On voit beaucoup de success stories de l'extérieur des États-Unis, et du coup, c'est pour ça qu'on pense ça aussi des États-Unis. Mais je suis pas certain que ça soit aussi simple qu'on le pense en fait. Vas-y, Ligel, toi, qu'est-ce que t'en penses? Déjà aux États-Unis, le système éducatif est complètement différent. Ouais. C'est-à-dire que nous en France, on va avoir tout va être standardisé. On va avoir un programme. Toutes les écoles sont censées suivre ce programme et théoriquement, on est censé avoir les mêmes connaissances à l'issue du collège, du lycée et avoir le même bagage quand on doit passer l'examen du bac ou Aux États-Unis, c'est différent. Il me semble que comme c'est capitaliste, il me semble que selon les moyens et selon le quartier où tu vis, telle école aura accès à telle ou telle ressource. Donc à la fois en termes de documents, de livres, de cours même, de cours, mais aussi en termes de professeurs. J'ai cru entendre avec des connaissances qui me disaient que certaines écoles, il manque tel professeur de telle matière, du coup les étudiants ils ont pas cette matière-là. Donc ensuite quand ils vont aller dans le supérieur, ils n'ont pas les ressources nécessaires pour faire médecine, faire ingénieur. Et là il y a du coup la méritocratie là-bas elle est quand même modulée par ton origine sociale et économique. Tandis qu'en France, déjà, l'école est gratuite. À partir de là. Là-bas, non, sauf les écoles. Non, je crois que c'est dans le super où c'est pas gratuit. Donc, c'est différent. Mais... Ouais, c'est payant, c'est payant les études. Du moins, t'as les publics. Comment ça s'appelle là? Oui, public schools. Community college. Community college. Et je pense, comme j'ai dit, effectivement, je pense que, en tout cas, les inégalités sont plus fortes aux États-Unis. Mais en même temps, tout est, comment je pourrais dire, exagéré là-bas. C'est-à-dire que là-bas aussi les succès sont plus grands. C'est-à-dire que si on parle en termes de revenus, tu vas plus facilement accéder à un revenu moyen en France en venant d'une minorité ou en venant d'un milieu modeste parce que comme tu dis, les obstacles financiers sont un peu moindres en termes de coûts de scolarité. C'est-à-dire, tu fais une grande école en France, maintenant si t'es boursier, tu peux, à part les écoles de commerce c'est plus compliqué, mais tu peux avoir une bourse, être exonéré de dossier. Alors qu'aux États-Unis, boursier ou pas, tu vas payer, tu vas t'endetter. C'est pas les mêmes sommes. Je me rappelle, c'est Michelle Obama et Barack Obama, pardon. Ils ont fini de payer leurs frais de scolarité, leur crédit, quand ils sont rentrés à la Maison Blanche. Alors qu'ils ont fait Harvard, Princeton. Donc, du moins, Michelle Obama a fait Princeton et Harvard. Donc, c'est pas la même chose. Mais je pense, par contre, inversement que, quand t'es au bon endroit, entre guillemets, tu peux plus facilement exploser aux États-Unis qu'en France. C'est-à-dire que tu vas avoir plus de gens qui viennent de ghettos qui vont devenir millionnaires qu'en France. Tu vas avoir plus de gens issus des minorités qui vont avoir un succès incroyable. En France, ça va être dur de voir tout simplement un président issu des minorités. On l'a pu le voir aux États-Unis. Donc je pense que c'est juste que
Je dirais qu'en France, c'est plus stable en termes d'inégalité. Aux États-Unis, c'est énorme. Mais inversement, les réussites aussi, elles sont encore, là-bas, c'est vraiment le pays des success stories, mais aussi de la précarité, très, très élevée. Je crois que c'était en Nouvelle-Orléans où il y avait un quartier qu'on appelait le Botswana ou le Zimbabwe tellement, le niveau de pauvreté des Afro-Américains était proche du niveau de pauvreté de certains pays d'Afrique qui sont dans le bas du classement en Afrique. Donc, c'est comme à Chicago, on appelle ça Chirac, qui est en rapport avec l'Irak du coup. Mais d'ailleurs, ça c'est une question pour un autre débat. Mais est-ce que d'après vous, l'école doit pouvoir justement régler toutes ces inégalités pour ensuite pousser à la méritocratie? Justement, on en parlera après avec l'école, mais moi je pense qu'on donne un peu trop de responsabilité à l'école. Je pense que le rôle de l'école, c'est de former. C'est pas de régler les problèmes de la société. Et justement, on doit former des gens capables d'avoir les connaissances pour régler les problèmes. Parce qu'on peut pas demander aux professeurs d'être psychologues, d'être enseignants, d'être sociologues, d'être économistes, etc. Je pense que son rôle premier, on verra avec le second débat, c'est de bien enseigner sa matière. Et c'est d'autres gens, des chercheurs, qui doivent permettre des pédagogies, qui vont permettre de réduire les inégalités, ou de mettre en place des systèmes de bourse, des systèmes de soutien scolaire, des soutiens, voilà. Je pense que c'est plus autour de l'école, on doit créer un environnement qui va pousser les jeunes à réussir, parce que si on prend la France, vous allez voir les quartiers. Moi, j'ai vécu à Villebel. Pour trouver des zones culturelles, c'est compliqué. Par contre, pour trouver un terrain de foot, de basket, c'est pas compliqué. Tu fais 2 pas, tu trouves des terrains de foot. Tu vas dans le 16e, c'est l'inverse. Pour trouver dans le 6e ou le 6e, 5e, peu importe, mais pour trouver un Gilbert ou acheter des livres, c'est simple. Ou une Fnac, etc. Mais par contre, pour trouver un terrain de foot, c'est compliqué. Ça, c'est compliqué. Donc, on voit que même l'environnement autour de l'école, déjà, il va avoir une incidence sur les opportunités que tu vas te donner, et il va contribuer aux inégalités sociales qu'on va observer. On va avoir plus de jeunes de banlieue en équipe de France de football que dans le gouvernement d'Emmanuel Macron. Donc, on voit que c'est pas que l'école le problème, c'est ce qu'il y a autour. C'est l'environnement autour, l'écosystème autour. Donc, moi, en tout cas, c'est ma position sur ce sujet. Ok. Et du coup, est-ce que t'es plutôt pour, ce que pour toi, c'est l'école, du coup, qui doit, résoudre ce problème de méritocratie, d'inégalité, etc. Parce que les deux sont liés à priori. C'est clair, très lié. Bon, je sais pas si c'est l'école qui doit pallier toutes ces inégalités, mais je pense que c'est toujours bien d'avoir des professeurs qui peuvent se mettre au niveau et à disposition des élèves. Même si c'est vrai que c'est compliqué de faire des cours individualisés pour pallier certains manquements. Donc à ce niveau-là, je sais pas quelle solution on peut mettre. Je parlais de donner un environnement dans les quartiers d'où ces personnes sont issues, ou alors même dans l'école, créer, je sais pas, des groupes de travail, ce genre de choses. C'est peut-être une solution. Et sur c'est peut-être dernière question sur cette thématique-là. Est-ce que selon vous, il y a plus de méritocratie dans certains secteurs du style, beaucoup de gens vont dire il y a plus de méritocratie dans l'entrepreneuriat, il y a plus de méritocratie dans le sport, ou j'en sais rien. Voilà. Est-ce que en fait ça dépend aussi du secteur d'activité? Donc si on prend le sport ou l'entrepreneuriat, est-ce que vous pensez qu'il y a plus de méritocratie que, par exemple, le travail dans une grande entreprise ou ce genre de choses, quoi? Ou dans la politique? Quand tu dis plus de méritocratie, ça veut dire la position que tu vas avoir va davantage dépendre de tes efforts et ton mérite, plutôt que sur d'autres critères tels que ton origine sociale, ton origine ethnique, ton genre, etc. Je pense qu'en effet, il y a des domaines où c'est peut-être plus simple, mais c'est de très peu. C'est-à-dire que tu disais le sport, par exemple, déjà, il y a plein de sports qui sont inaccessibles pour beaucoup de gens. Donc déjà, il y a une première barrière. Et la deuxième barrière, c'est que même quand t'es dans le domaine du sport, il y a des sports qui sont beaucoup plus plébiscités que d'autres. Donc du coup, est-ce que tu vas avoir assez de moyens pour toi-même te donner les moyens pour mériter, accéder à d'autres échelons? Donc par exemple, je pense il me semble, justement, c'était en athlé où où une athlète française devait elle-même financer sa propre plein. Voilà, mais ils doivent financer leur propre truc, alors que clair. Si tu venais d'un échelon social un peu plus haut, peut-être que tu aurais les moyens pour financer PTD, voilà, plus facilement. Donc déjà le sport, il y a ça, et la deuxième chose, c'est l'entrepreneuriat. En réalité, l'entrepreneuriat, pour beaucoup de gens, c'est un système assez précaire. C'est-à-dire que tu as plus de facilité à te lancer dans l'entrepreneuriat si, je vais utiliser une expression, mais si papa, maman te
t'aide à te lancer. Et c'est le cas de, il me semble, Bill Gates, où on dit qu'il est parti de rien, mais en gros, si je me Il était à souviens, Harvard déjà. Donc. ouais, si je me souviens bien, ses parents ont financé, on va dire, sa première entreprise, ses premières, comment dire, son premier matériel. Prototype ça. Le fait qu'il soit dans le garage, ça c'est un peu, ça pareil, tu vois. Là, il est en garage. Oui, voilà. Genre, il y a des gens qui ont pas forcément de garage. Et aussi, la deuxième chose, c'est, même si t'as un garage, il te faut, je sais pas, des équipements, de quoi te lancer, des moyens pour te lancer. Donc pareil, l'entrepreneuriat, je sais pas s'il y a plus ou moins de méritocratie. Ok. Et toi, du coup, Jay, tu penses qu'il y a des endroits où il y a plus de méritocratie, notamment le sport, comparé aux études ou pas du tout? Bah, je dirais entrepreneuriat peut-être, Ok. un petit peu plus méritocratique, parce que c'est un milieu couperet. Si ça marche, c'est que tu as fait quelque chose qui a priori Ouais. voilà, fonctionnait. Mm. Mais en ce qui concerne le sport, oui, je suis plutôt d'accord avec Naïm. Voilà, il y a des sports, j'aime bien le tennis, je crois que c'est Ouais. plutôt coûteux. Ouais, bah. Ouais. Je connais pas, hein, mais. Ouais, mais pareil, bah, le golf, le ski, C'est par que du exemple. matériel, en fait. Ouais, c'est, en réalité, L'installation, en fait. Ouais, en réalité, Ouais. c'est plus ou moins ça, mais en vrai, le football aussi, tu pourrais avoir besoin de matériel, mais comme ça a été tellement portrait, je sais pas comment on dit, tu vois ce que je veux dire. Popularisé, Ouais. tu veux dire? Non, c'est on a donné l'image, Oui. ça a été représenté comme un sport du peuple. Mhm. Ouais, c'est Eh ben, ouais, Ah, on c'est l'a- c'est la vérité. aussi. Ouais. C'est- Un ballon, et voilà. Mais du coup, oui, voilà, il y a Ok. des sports. Ah, moi, en fait, paradoxalement, je trouve que le sport, c'est le domaine le moins méritocratique. Ah ouais. Parce que ça dépend beaucoup aussi de ton physique. C'est-à-dire, si je prends la NBA, tu fais 1m60, c'est fini, en fait. Euh, Tu peux travailler Il y a autant des que tu veux. exceptions, mais- En fait, ce que je veux dire, c'est que le sport, certes, il y a les barrières déjà, il y a les barrières financières d'infrastructure que vous avez énoncées. Mais c'est encore plus discriminant parce que la qualité de tes fibres musculaires, ça joue. Ta santé physique, ta capacité de récupération. Ouais, il y a une Même si on prend prédétermination. l'endurance, même l'endurance, tu vois, si t'es pas né dans un endroit où t'es en altitude, bah, tu vas pas produire le même niveau de globules rouges, tu vas pas avoir la même taille de la même cage thoracique, etc. Et si on prend l'athlétisme, on voit très bien que c'est toujours les mêmes pays qui gagnent. Après, par contre, je trouve que, donc moi, en tout cas pour moi, le sport, paradoxalement, je pense que, en fait, comme il y a pas le diplôme et que il y a beaucoup de gens issus de minorités ou de classes sociales défavorisées qui ont réussi, en fait, paradoxalement, on va plus se dire que c'est plus accessible. Alors que j'ai oublié les chiffres, mais c'est beaucoup plus dur de devenir un joueur professionnel au football que de devenir médecin. Mais Ah pourtant, ouais. dans l'esprit de beaucoup de jeunes, c'est beaucoup plus simple de réussir au football, de devenir Kylian Mbappé, ouais. que de devenir médecin. Alors Ah, qu'en c'est- réalité, les C'est nombres parce- de personnes qui voulaient être Kylian Mbappé qui ont Ouais. échoué, on n'en parle pas, le biais du survivant. On parle que de ceux qui ont réussi. Oui, voilà. On parle pas des gens qui sont restés à quai. Et je pense que en réalité, le sport, c'est encore plus... C'est incroyable parce que si tu te blesses, non mais c'est incroyable. Et Mais moi, c'est parce que aussi les jeunes se disent, enfin, en tout cas, j'ai l'impression Ouais. qu'ils se disent, bah, le football, ça va tenir que à moi, tu vois. Genre, en gros, ils ont cette image que, bah, le sport va tenir que à eux, à leur performance physique, alors qu'il y a plein de choses autour. Ouais, ils ont plus de sentiments de contrôle. Ouais, c'est ça. Alors que la médecine, bah, tu dois aller à l'école, tu dois passer des diplômes, tu dois prendre le train pour aller à l'université. Il y a plein de petites barrières plein de petites barrières, pardon, qui se mettent en travers de ton chemin, quoi. Ouais, c'est vrai. Vas-y. Après, quand tu parlais du sport, Ouais. après, il y a moins de place aussi. Ah, c'est Ouais, clair. voilà. Et c'est très. Mince, comment on dit Ouais, sélectif. Ouais, élitiste, sélectif. ça, ouais. Très élitiste. NBA, typiquement, c'est fermé. C'est Et clair. Je crois que c'est quoi C'est 60 personnes Ouais, à chaque draft. ouais. Donc, Ouais, un truc comme ça. bon. Et c'est pour ça aussi qu'il y a ça des qui- cérémonies de la draft, c'est pour ça Ouais. qu'il y a tout, quoi. Et tu vois, pourtant, les jeunes, Ouais. mais je pense que, comme tu dis, Naïm, je pense que, on le voit en sciences cognitives, c'est un peu le sentiment d'auto-efficacité, c'est de te dire, plus tu vas penser que tu as du contrôle sur quelque chose, Voilà. plus tu vas être motivé à le faire. Tu vas dire, OK, si je m'entraîne dur, si je travaille ma technique, si je travaille ma condition physique, je peux être bon. Par contre, pour devenir médecin, il faut que j'ai de l'argent, il faut que j'ai un logement, il faut que je sois bon, il faut que je réussisse le concours. Tu dis, il y a trop de trucs à surmonter. Ouais, bien sûr. Et je pense justement, on parlait de comment on peut réduire les inégalités. Peut-être que travailler sur ça, genre plus d'informations, accompagner psychologiquement aussi les gens à se préparer aux difficultés, et les expliquer aussi quelles sont les aides financières qui existent, parler aussi de statistiques, etc. Bah ça peut-être ça peut aider les gens à changer leur point de vue. Donc là, je propose de passer au second sujet. Donc troisième, pardon. Donc justement, on parlait d'école.
Donc récemment, il y a eu l'enquête PISA. Donc c'est une enquête notamment faite par l'OCDE, il me semble, qui s'intéresse en fait aux performances scolaires des enfants à travers le monde, notamment les pays de l'OCDE. Et donc, en France, les résultats sont catastrophiques. Donc, le niveau à l'écrit des 10% des élèves les plus riches équivaut à une avance de 3 années scolaires environ par rapport aux 10 élèves les plus pauvres. Donc, ça veut dire que si on prend les plus aisés, ils ont limite 3 ans d'avance si on prend, parce que c'est des jeunes de 15 ans, il me semble. Donc, ils ont 3 ans d'avance sur des jeunes qui sont de milieu pas aisés. Donc, on voit ce qu'on voit quand on parle de méritocratie. On voit qu'à l'école, clairement, il se passe quelque chose. Et si on parle même pas de l'aspect inégalité sociale, la France se classe à la 23e place du classement, alors qu'elle est 7e puissance mondiale. Et donc, ce qu'on observe, c'est qu'il y a une forte régression en mathématiques. Et c'est la plus forte observée. Et même les meilleurs élèves, on voit qu'ils sont moins bons qu'à l'époque. C'est-à-dire qu'avant, le système français était très élitiste. On l'observait qu'il y a des très très bons et des moins bons. Et que c'était très, très socialement déterminé. Mais même les moins bons, maintenant, ils baissent en niveau. Ouais. Donc, on voit qu'il y a un problème, finalement, à former les jeunes. Et il y a aussi toujours ce problème d'inégalité sociale en France, notamment à l'école. On est l'un des pays les plus inégalitaires socialement. Donc, moi, je voulais savoir si pour vous, c'est surprenant. Est-ce que vous êtes surpris par ces résultats ou ou pas? Du coup, Olivier, je vois, il rigole. Non, je suis pas surpris. Déjà, je pense qu'il y a un gros nivellement par le bas. Ouais, ok. On regarde juste les statistiques du bac. Il me semble que là, on est à plus de 90% de réussite. Ouais. Tu es en train de dire que justement, le niveau ne fait que régresser. Pardon. Ouais. Donc à ce moment-là, comment ça se fait? Là, il y a une espèce d'opposition. Ouais. Nivellement vers le bas. Les mathématiques, on les met plus au centre de notre système d'éducation. Et je pense que un point commun à toutes les grandes puissances, c'est le fait d'être très bon dans les sciences dures. Alors du moins avoir un système éducatif qui met en avant ce genre de matière. C'est vrai. Les pays asiatiques ont beaucoup investi justement dans ces. C'est ce que j'allais dire aussi. Je pense c'est des pays qui sont très pragmatiques et c'est pour ça qu'ils mettent en avant tout ce genre d'éléments. Est-ce que en France, on est plus sur d'autres matières, d'autres. Du moins, on diabolise peut-être les mathématiques en disant c'est trop difficile, fais quelque chose d'autre ou ce genre de choses. Non, comme il disait, globalement, je trouve que l'école en elle-même a perdu énormément de niveau, mais aussi après, je me dis que peut-être l'école en France a perdu des moyens aussi, peut-être. Donc, je sais pas si c'est politique ou pas, mais il y a aussi autre chose, c'est que les pays asiatiques qui font partie de l'OCDE, ils ont connu des développements fulgurants et ils savent par où ça se passe. C'est-à-dire, on va former des ingénieurs, on va former des mathématiciens, même des littéraires, et tous ces élèves-là vont construire la nation de demain et vont aider à développer le pays globalement. Et du coup, il me semble dans la. Donc toi, t'es pas surpris du coup, parce que j'ai pas entendu. Non, je suis pas surpris, pardon. Excuse-moi. Et il me semble dans le classement, le premier c'est Singapour, si je me trompe pas. Ouais. Et par exemple, tu vois, Singapour, il y avait un truc que j'avais vu sur les réseaux. Donc déjà, Singapour, c'est un pays qui a 2 cultures, donc la culture malais et la culture chinoise. Ouais. Et il y a 2 grosses communautés. Et du coup, ces 2 grosses communautés, elles parlent pas la même langue. Donc ça veut dire que dès qu'ils arrivent à l'école, ils apprennent l'anglais, qui est la langue officielle aussi de Singapour. Okay. Donc ça veut dire qu'il y a un apprentissage de l'anglais qui se fait assez rapidement. Mm-hmm. Et aussi, la deuxième chose, c'est que de ce que j'ai vu sur les réseaux à Singapour, les étudiants, ils apprennent plein de notions et ils les retiennent assez vite. Et en gros, j'avais vu qu'il y avait des étudiants singapouriens qui disaient que ils trouvaient ça dommage qu'ils aient pas assez de place à leur expression. Ouais. Je sais pas si ça fait du sens. En gros, ils apprennent beaucoup de choses par cœur, mais il n'y a pas beaucoup de place pour l'expression, on va dire, artistique, littéraire, des choses comme ça. Donc, par exemple, les dissertations, même l'expression philosophique, ils sont vachement calés sur les trucs que tu peux apprendre assez rapidement par cœur. Et du coup, ça, par exemple, c'était un bémol de l'éducation à Singapour, tu vois. Et ouais, du coup, je trouve ça normal qu'ils soient premiers du classement et que nous, on soit très loin. Mais peut-être qu'il y a ce défaut-là par rapport à leur éducation à eux, par rapport à la nôtre. Je sais pas si c'est... Après,
ce serait moins dérangeant si on est derrière eux parce qu'ils sont trop forts, plutôt que nous, on est moins bons. Parce que tu vois, si, en fait, on est toujours bon, par exemple en mathématiques, on était le deuxième pays avec le plus de medal fields, mais si là, en fait, nous, on baisse en termes de niveau, eux, ils augmentent, ça, c'est problématique. Ouais. Tandis que si eux, ils augmentent, comme tu le disais, mais nous, on se maintient au moins, ça allait. Mais là, on voit que, en fait, on est en chute libre. Ouais. Comme un peu l'idée, ce qu'il disait, c'est qu'on voit qu'il y a vraiment une baisse de niveau, à ce niveau-là. Et ça a permis de faire la transition, c'est que, je pense que, en fait, de base, l'école, son objectif, c'était de former. Il y avait une dimension formative. Et maintenant, on est passé avec la démocratisation des diplômes, l'inflation des diplômes, on est passé à une phase de sélection. C'est-à-dire que maintenant, le but de l'école, c'est moins de former, c'est plus de sélectionner, de classer les élèves. Ouais. Et donc, quand tu crées ce contexte-là à l'école, en fait, l'objectif des élèves, c'est pas d'être meilleur qu'hier. C'est pas de progresser, d'apprendre mieux. C'est d'être meilleur que mon camarade. Ouais. Parce que moi, je suis en concours avec eux. Les places sont de plus en plus limitées. Donc, il faut que je sois mieux classé. Donc, finalement, les gens, ils vont plus chercher à être bons dans leur domaine, mais ils vont surtout chercher à, finalement, à être meilleurs que les autres. Et les professeurs vont surtout s'attarder à, tu vois, classer, à sélectionner les gens. Et même le rapport aux notes, il change. C'est-à-dire que normalement, une note, c'est censé être une source d'information sur où j'en suis par rapport à mon apprentissage. Mais en réalité, si on voit aller dès qu'on est jeune, en fait, la note, c'est de savoir est-ce que je suis un bon élève ou un mauvais élève. Comment je me situe par rapport au reste de la classe. Est-ce que et même limite, on se crée une identité. Moi, je suis un intello, je suis bon à l'école. Moi, je suis pas bon à l'école parce que j'ai des mauvaises notes. Et je trouve que, je crois que c'était Einstein qui disait, si on passe notre temps à juger un poisson sur sa capacité à grimper un arbre, il passera toute sa vie à croire qu'il est stupide. Tandis que si on change les modalités d'évaluation, peut-être qu'il va se sentir différent. Et je pense que le problème en France, c'est que, en fait, au lieu d'être dans l'apprentissage, on va être dans la sélection et on va de plus en plus être, en fait, et dans la norme, c'est-à-dire on va créer des copies conformes. Tandis que si on prend les pays scandinaves ou d'autres pays, ils vont se dire, OK, il y a un temps où tu vas déjà te chercher, trouver où t'es excellent, tu vois. Ouais. Donc si je prends les animaux comme exemple, l'éléphant, il est fort physiquement, OK, on va te laisser développer ça, mais attention, pour être un bon citoyen, il faut que tu sois quand même bon en gymnastique ou je sais pas quoi. L'autre, il est bon, je sais pas, le singe, il est bon pour grimper à l'arbre, on va l'aider à être de plus en plus fort dedans, mais on va l'aider quand même à avoir certaines compétences. Ouais. Mais en France, j'ai l'impression que déjà non seulement les mathématiques, on les met plus au centre du programme, mais même au-delà de ça, j'ai l'impression qu'on est trop comment je pourrais dire ça? On va pas assez être on va être trop général et trop dans le formatage. Et je trouve que ce que j'aime bien chez les États-Unis par exemple, c'est qu'à la fac, en bachelor, ils ont plus de temps pour se découvrir. En France, dès le bac, ceux qui font prépa, ils ont plus de temps, mais les autres, on va leur dire, OK, tu fais une licence de droit ou d'économie. Donc, direct, déjà, on te demande de faire des choix. Et la réforme du bac, c'est pire. Ah, tu vas abandonner les maths, tu peux. Ça, c'est... Donc, je pense que on devrait laisser plus de temps aussi aux jeunes de tester, en fait, et pas avoir autant de pression par rapport aux notes, parce que c'est vraiment, ça détermine ma vie, quoi, mes notes, mes performances au lycée, au collège. Et je pense que si on créer un contexte où on est plus dans l'apprentissage et non pas dans la compétition, peut-être que ça va être différent. Même si tu me diras en Asie, c'est clairement plus compétitif. Donc peut-être en fait, c'est ce que je me disais aussi par rapport tu parlais des pays scandinaves. Ouais. En effet, il me semble que leurs systèmes éducatifs sont vraiment pas mal. Après, j'y ai pas vécu, je peux pas témoigner. Mais en effet, à mon avis, le système éducatif en Finlande va pas être le même que le système éducatif à Singapour ou en Chine. Et du coup, je me demande comment, c'est-à-dire que l'apprentissage de soi-même, ça, je suis totalement d'accord avec toi. Mais est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va te permettre d'atteindre un bon niveau scolaire ou pas? Ça, je suis pas certain, vu que je sais pas si l'apprentissage de soi-même existe dans d'autres pays, dans d'autres systèmes éducatifs, quoi. Du coup, après, peut-être vas-y, mais je suis d'accord. Si tu disais que par le passé, on avait un très bon niveau en maths, on était deuxième, Fields. Qu'est-ce qui a changé entre temps? Est-ce que à cette époque-là, est-ce qu'on mettait vraiment au centre cette recherche de soi, la compréhension de sa personnalité, et essayer de mettre en avant ce genre de soft skills, ce genre d'éléments? Je suis pas sûr que c'était le cas. Donc juste essayer de comprendre qu'est-ce qui était au centre de l'éducation et juste revenir à
ce qui a fait la base ou du moins la grandeur du système éducatif. Et peut-être pour rebondir, en fait, c'est plus, ce que je veux dire, c'était pas tant la quête de soi au sens qui je suis, mais c'est plus le côté dans quel domaine je suis bon, même scolairement. C'est-à-dire que je suis plutôt bon en mathématiques, en français, parce que si on voit, on est moins bon en expression écrite, moins bon en expression orale, moins bon à l'écrit, moins bon en sciences, etc. C'était plus dans le sens, en fait, tu disais qu'est-ce qui a changé, c'est qu'à l'époque, il y avait beaucoup moins de personnes diplômées. Il y avait beaucoup moins de concurrence. Donc, comme il y a moins de concurrence, je peux davantage me focaliser sur mon apprentissage et me dire, OK, je suis bon en mathématiques, j'essaie d'être bon en mathématiques et si je suis bon en mathématiques et je travaille dur, je sais que j'aurai une place dans une grande école d'ingénieur ou je serai instituteur, comme à l'époque. Ouais. Sauf que maintenant, t'es même plus sûr. En fait, il faut que je sois meilleur que les autres. En fait, le plus important, c'est pas ce qui dépend de toi, c'est aussi ce que les autres font. Et je pense que, en fait, le contexte crée plus de concurrence entre les gens. Et donc, ça permet moins, je trouve, d'être focalisé sur l'apprentissage plutôt que sur la compétition avec les autres. Donc, je pense vraiment que plus il y a de concurrence, plus on cherche à sélectionner les étudiants, plus ils vont chercher finalement à dépasser les autres en trichant. On va pas parler de ChatGPT, on n'aura pas le temps, mais en prenant ChatGPT ou en cas des, tu vois, ils vont pas chercher l'excellence, mais plus dépasser les autres, tu vois. Là, il nous reste 1 minute, donc peut-être un dernier mot chacun. Vas-y. Par rapport à ce que tu disais, par rapport à qu'est-ce qu'il y avait avant, qu'est-ce qu'il y a maintenant. En gros, la question aussi qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il y a eu une baisse de l'autorité des professeurs, tu vois? Ça c'est aussi un sujet. C'est-à-dire qu'à l'époque, on avait l'idée du professeur qui vient, il tape avec sa règle, et aujourd'hui, l'autorité des professeurs a un peu baissé. Du coup, est-ce que ça fait que les élèves étudient moins bien en classe, c'est possible, ouais. C'est une hypothèse. Ouais, c'est une hypothèse. Et en plus, sont moins valorisés. Beaucoup de professeurs viennent par défaut. Donc c'est vrai que ça sera un prochain sujet Il y a des remplaçants qui sont pas, comment on dit, qui sont pas qualifiés, qui sont pas qualifiés, voilà, c'est ça le mot. Ouais, bon, ça sera un prochain sujet. Bon, Olivier, est-ce que t'as un mot pour la fin? Il nous reste 10 secondes. Je suis plutôt d'accord avec les 2 dernières remarques. Merci à tous. Bon, c'était le premier épisode de ce genre, donc là, mais c'était hyper intéressant. J'espère que vous avez aimé. On était vraiment naturel, on a discuté, donc on avait prévu d'autres sujets, mais c'est pas grave, on fera d'autres épisodes, on pourra débattre. Parce que sur la page Ne parle pas d'âge, voilà, on veut vous donner des outils pour réussir à travers des témoignages, à travers des mini masterclass sur des sujets. Mais on veut aussi vous montrer que les jeunes, on a notre place dans les sujets d'actualité. Il faut aussi qu'on se pense à ces sujets-là, parce qu'on a les capacités d'y penser, et que surtout, plus on y pense tôt, plus on pourra savoir finalement quelle cause me tient à cœur et quelles compétences j'ai besoin pour avoir un impact sur ce sujet-là. Donc je vous donne rendez-vous pour le 8e épisode prochainement. Quand on a fait cette émission-là, on était en 2023, donc c'est le dernier épisode de 2023. On se retrouve en 2024.